Et puis, bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue à ce webinaire à destination des acteurs de l'hôtellerie et de la restauration. Nous sommes ravis de vous accueillir cet après-midi sur ce webinaire. Alors, simplement pour poser le cadre en fait de cette rencontre cet après-midi, qui est un petit peu particulière finalement dans notre périmètre. C'est donc un atelier, un webinaire qui est organisé par les partenaires de la charte de maintien, à savoir finalement les différents partenaires institutionnels qui œuvrent en faveur de la santé au travail, du maintien en emploi des salariés ou des agents qui rencontrent des problématiques de santé. Donc, ces partenaires de la charte maintien travaillent depuis maintenant un peu plus de un an et demi, même 2 ans même, auprès du secteur de l'hôtellerie et de la restauration pour travailler sur la question de la prévention des risques professionnels, du maintien en emploi des personnels qui rencontrent des problématiques de santé dans ces deux secteurs, donc de l'hôtellerie et de la restauration. Donc, il y a plusieurs choses qui ont été réalisées au cours des précédentes années. Je ne rentre pas dans le détail, mais il y a une étude qui a été conduite sur ces secteurs, notamment sur les problématiques de santé qui sont accompagnées, sur les outils, sur les manières d'accompagner les salariés qui sont concernés par ces problématiques de santé. Dans le cadre des échanges qui ont pu avoir lieu avec un certain nombre d'acteurs de ces secteurs, il a été évoqué l'idée d'organiser un webinaire qui permettrait de présenter les différents outils, acteurs, dispositifs, ressources mobilisables pour vous accompagner en tant qu'acteur, en tant qu'employeur, pour accompagner vos agents, vos salariés. Donc, c'est pour ces raisons finalement qu'est né ce webinaire qui vous est proposé cet après-midi. Alors, deux petites choses avant de rentrer dans le vif du sujet. La première, vous dire que ce webinaire est enregistré, puisqu'on a plusieurs personnes qui se sont inscrites au webinaire de cet après-midi, mais qui, pour X ou Y raison, ne peuvent pas être présents avec nous et donc qui ont souhaité pouvoir accéder quand même au contenu de cette rencontre. Donc, on l'enregistre à ce titre-là et donc le replay sera mis en ligne sur le site, enfin sur YouTube et donc sera accessible dès demain en replay. Et puis vous dire aussi que si vous souhaitez interagir avec les différents intervenants, vous le pouvez de différentes manières. D'abord en utilisant l'onglet chat que vous pouvez voir directement sur votre écran, où vous pouvez poser vos questions en direct aux différents intervenants et je me chargerai de les relayer pardon, si vous le souhaitez. Et puis évidemment, vous avez aussi la possibilité de lever la main numériquement ou physiquement et puis d'interagir directement avec nos intervenants. Donc, vous n'hésitez pas. On a 1 heure et demie ensemble. L'idée, c'est vraiment de pouvoir discuter autour de différents cas pratiques, de différents outils, de différentes ressources que nous souhaiterions vous présenter. Mais évidemment, si ça se fait dans l'échange, ce sera encore plus utile pour tout le monde. Donc, vraiment, n'hésitez pas à intervenir. En termes de déroulé pour notre après-midi, donc on a un timing d'1 heure et demie. On voulait d'abord, dans un premier temps, revenir en introduction sur quelques chiffres clés et quelques éléments de quiz pour qu'on se mette tous ensemble dans le bain. On aura ensuite une première partie pour venir illustrer la question du maintien dans l'emploi dans vos secteurs d'activité, dans le secteur de l'hôtellerie et dans le secteur de la restauration. Donc, nous avons notamment plusieurs cas pratiques que nous souhaitions vous présenter qui, à notre sens, permettent d'illustrer différentes modalités d'accompagnement, d'appui d'employeurs, d'équipes pour solutionner ou en tout cas accompagner la réflexion autour de situations individuelles ou collectives. Donc, ce sera une première partie qui nous sera présentée. Et ensuite, dans un deuxième temps, on essaiera de voir ensemble les différents acteurs, outils, ressources mobilisables pour accompagner le maintien en emploi. Et nous ferons notamment en particulier un zoom sur deux ressources que nous souhaitons porter à votre attention. Un site internet, le site PACA, sur lequel vous allez retrouver beaucoup de ressources. Et puis une deuxième ressource, un flyer, un document que nous mettrons à votre disposition, dans lequel on a fléché un certain nombre de ressources qui, nous l'espérons, pourront vous être utiles. Et une fois qu'on aura fait tout ça, il sera temps d'arriver à la conclusion et à l'évaluation de ce webinaire. Et donc, voilà, vous aurez la possibilité de nous indiquer si ce format vous a convenu et si vous souhaiteriez y voir des suites. Donc, sans plus tarder, je passe à l'introduction
Et en fait, pour se mettre un petit peu dans le bain ensemble cet après-midi, on a souhaité vous poser 5, 6 petites questions pour se mettre dans le bain et notamment pour faire un peu de lien entre différents sujets, le sujet de la santé au travail, le sujet du handicap au travail, le sujet du maintien en emploi, ces différents sujets étant évidemment intrinsèquement liés les uns avec les autres. Donc, vous allez voir devant votre écran, donc, mon PowerPoint, hein, au sein duquel vous avez la question, mais en fait, cette question, elle vous est normalement directement posée aussi sur Zoom, qui est venu, hop, afficher un petit format. Donc, on vous demande quelle est la part des handicaps invisibles, hein, dans la totalité des handicaps qui existent aujourd'hui en France, hein, périmètre, c'est France, France. Donc, vous êtes très nombreux déjà à remplir. Moi seul et pour le moment les réponses, mais je vais vous les partager dans un instant. Donc, allez, je vous partage les réponses. C'est quand même assez partagé, hein. Vous allez voir, hop, je mets fin au sondage, je vous partage les résultats. Vous aviez le choix entre 30%, 50% et 85%. Normalement, les résultats s'affichent sur votre écran. Et vous voyez, c'est assez partagé quand même. 60% d'entre vous, donc 13, ont indiqué que c'était 85%. Et c'est vrai, c'est la bonne réponse, effectivement. 85% aujourd'hui des handicaps sont invisibles. Et donc, ça n'est ni 50% ni 30%, effectivement. Donc, vous le voyez, vous avez sans doute des collaborateurs qui rencontrent des problématiques de santé, qui sont en situation de handicap, mais évidemment de manière complètement non visible et parfois même sans que vous le sachiez, évidemment. Deuxième question que nous souhaitions. Juste une, Bien sûr, pardon, allez-y. Pierre, une question. Est-ce qu'on va pouvoir avoir ces résultats de ces statistiques-là? Parce que je poste très régulièrement sur LinkedIn et je m'appuie sur des chiffres. Et c'est vrai que ça, ce sont des chiffres que vous donnez et que je pourrais me permettre d'utiliser éventuellement Eh bien, bien sûr, avec pour grand argumenter. plaisir. Ce Hmm. que je vais faire, c'est qu'on va vous envoyer le PowerPoint Oui, une fois que le webinaire sera terminé. Et ce que je ferai, je vais tricher un petit peu, je vous mettrai en gras les bonnes réponses. ok. Comme ça, comme ça Peu de vous pourrez. générosité. Ouais, ouais, exactement. Allez, je vous Merci. propose avec plaisir. Je vous propose une deuxième question qui doit s'afficher donc sous vos yeux. Une personne sur deux sera en situation de handicap au cours de sa vie professionnelle. Est-ce que c'est faux? Je vous laisse quelques instants pour y répondre. Je vois que là, effectivement, personne ne s'est fait prendre au piège. Vous avez déjà compris un petit peu notre logique. Hop, je mets fin au sondage. Et donc, bravo à vous, 100%. Effectivement, c'est vrai, pour la simple et bonne raison qu'effectivement, on parle de situation de handicap, c'est-à-dire que la notion de handicap, telle qu'elle a été définie par la loi, notamment du 11 février 2005, pose bien cette notion d'environnement, de situation. Et donc, être en situation de handicap, évidemment, ça n'est pas définitif. On n'a pas vocation à avoir une problématique de santé durable ou définitive pour être considéré à un moment donné dans sa vie en situation de handicap. Et donc, évidemment, cette notion de temporalité, elle amène une certaine récurrence, ou en tout cas une prévalence de ces situations. Donc, on est tous, ou en tout cas, une personne sur deux est amenée à être concernée par ces situations. Je vous propose une troisième question. Voilà. Je lance la troisième question. Combien de handicaps surviennent à l'âge adulte? Est-ce qu'il s'agit de 25%, 50%, 85%? Alors là, je vous annonce que les résultats sont extrêmement partagés. Un petit peu de teasing. Allez, je mets ça en sondage. Je vous partage les résultats. C'est assez surprenant. Vous voyez, ça se joue entre 60% et 85%. 54% d'entre vous qui répondaient plutôt 60% et 42% plutôt 85%. Et bien, pour une fois, la majorité n'a pas raison. Puisque, en fait, c'est 85% des situations de handicap qui surviennent à l'âge adulte. Autrement dit, finalement, on a très peu de situations qui sont acquises, enfin, qui sont présentes à la naissance ou acquises durant l'enfance ou l'adolescence. Finalement, la grande majorité des situations de handicap apparaissent à l'âge adulte avec plusieurs facteurs, hein. Évidemment, le vieillissement qui est un facteur important, hein, de survenance du handicap avec des problématiques de santé qui apparaissent progressivement. Les accidents, évidemment, de la vie, l'exposition aussi ou l'usure professionnelle contribue évidemment à l'apparition des problématiques de santé. On en parlera tout au long de ce webinaire. Mais donc, voilà, 85%, c'est le chiffre qui est à retenir. Quelques petites questions. Je vous propose la question suivante, la question numéro 4. La majorité des personnes souffrant d'un handicap moteur se déplacent en fauteuil
roulant. Est-ce que de votre point de vue, c'est vrai? Sur cette question, mais c'est bien. Ça nous permet de parler du handicap et de parler de fauteuil roulant, qui est l'image que nous avons tous évidemment en tête lorsque l'on évoque ce terme de handicap, alors que pourtant, évidemment, c'est une minorité de situations. Hop, je vous partage les résultats. C'est une minorité de situations, je n'ai plus d'ailleurs le chiffre exact en tête, mais je crois que c'est 3% de la population administrativement reconnue comme étant en situation de handicap. 3% qui se déplacent en fauteuil roulant d'une population qui elle-même est relativement moins importante que la réalité des personnes qui rencontrent des problématiques de santé. Bref, vous dire évidemment que finalement, ça concerne peu de situations. Encore deux petites questions avant d'aller sur les chiffres clés qui nous permet d'aborder un petit peu ce sujet de la compensation. Une standardiste malentendante ne peut plus exercer son métier. Imaginez que son travail, c'est quand même d'accueillir le public, de répondre au téléphone. Si elle est malentendante, est-ce que par définition, on va parler d'inaptitude au poste? Est-ce qu'il va falloir envisager une reconversion professionnelle ou autre? Et peut-être que vous pouvez avoir la situation dans vos organisations respectives. Je mets ça en sondage. Vous êtes 95% à répondre que c'est faux. Et vous avez raison, hein, il est tout à fait possible en fait d'identifier des outils, des modalités de compensation, les progrès technologiques d'une part, mais le nombre d'acteurs aussi qui sont compétents en la matière sont très nombreux. On va essayer d'évoquer finalement ces différents outils, ces différents acteurs qui sont susceptibles de vous accompagner lorsque vous rencontrez des problématiques de santé. Nous prenons le cas ici d'une standardiste qui est malentendante, mais évidemment, ce principe de la compensation, qui est un principe de nouveau inscrit dans la loi, est un principe qui s'applique évidemment à une multitude de situations. Et évidemment, tous les handicaps ne sont pas compensables selon les situations de travail. C'est ce que nous avons coutume de répéter. Évidemment, un chirurgien qui est aveugle, on touche un petit peu aux limites de la compensation, mais en l'occurrence, on a plein de métiers pour lesquels il y a plein de moyens de compensation qui sont possibles. Allez, je vous pose la toute dernière question que vous allez voir s'afficher sur votre écran. J'arrête le partage et je vous partage la toute dernière question. Question numéro 6, en région PACA, combien de personnes reconnues travailleurs handicapés sont en recherche d'emploi? On sait notamment qu'il y a des problématiques en matière de recrutement dans le secteur de l'hôtellerie et restauration. Un des éléments qui a été mis en évidence dans le cadre de l'étude dont j'ai parlé tout à l'heure, qui avait été réalisée par le CARIFOREF en 2022, mettait en exergue une adéquation potentielle entre les publics demandeurs d'emploi, notamment en situation de handicap, et puis les besoins des secteurs de l'hôtellerie et restauration. Mais finalement, on parle de combien de personnes au total en PACA? Alors, vous êtes assez partagé. Donc, je vous partage les résultats. Donc, environ 12 000 pour 11% d'entre vous, environ 25 000 pour 21% d'entre vous, environ 40 000 pour la majorité, 63%, et 80 000 pour 5% d'entre vous. Eh bien, la bonne réponse, c'est environ 40 000. C'était même 41 500 pour être précis. Dans le dernier relevé que nous avons eu. Et ça, donc ça, c'est des données qui datent de 2022. Et donc, 41 500 personnes demandeurs d'emploi en situation de handicap, ça représente en fait environ 9% des demandeurs d'emploi, enfin, tous les demandeurs d'emploi, pardon, en PACA. Donc, vous voyez, ça représente quand même un volume de personnes relativement important. Bon, ce petit quiz, c'était simplement pour nous mettre un petit peu allez, en route pour ce webinaire et puis voilà, commencer à faire un peu le lien entre le sujet du maintien en emploi, de la santé au travail, du handicap. Et puis, voilà, ça nous permet aussi de voir finalement que ces questions-là sont assez proches les unes des autres. Alors, je vais laisser la parole à Monsieur Jean-Denis Clary. Jean-Denis, je vous laisse la parole. Je vous suis sur la présentation Oui, d'un certain nombre de chiffres clés. tout à fait. Bonjour à tous et à toutes. Alors effectivement, quelques chiffres clés. Alors essentiellement là sur cette première diapositive des chiffres très généraux, mais on classe aussi en fait en région PACA, donc pour la CARSAT Sud-Est, les secteurs qui ont le plus d'accidents du travail, donc ceux qui présentent le plus de sinistres. Et effectivement, d'année en année, depuis quelque temps, on retrouve les activités de la restauration traditionnelle et de l'hôtellerie dans ce qu'on appelle notre top 15 sur les codes APE, hein, en nombre d'accidents du travail. Voilà. Donc,
on a quand même une amélioration puisqu'il y a un petit mieux par rapport à 2019. On le retrouve aussi sur les maladies professionnelles que nous présente Pierre, où là, effectivement, vous voyez sur ce tableau, et c'est la première année en 2021 que l'hôtellerie n'est plus classée dans le top 15 là, des maladies professionnelles, mais la restauration traditionnelle reste malheureusement encore très bien placée dans ce tableau-là, à peu près en milieu de tableau. On a également donc ensuite une problématique un peu différente, hein, c'est le risque trajet. On a des populations effectivement qui sont peut-être plus exposées que dans d'autres secteurs au risque trajet parce que beaucoup circulent en deux roues, notamment dans la restauration traditionnelle, on le retrouve et ils sont classés généralement là aussi en très bonne position, malheureusement, hein. Voilà, la position, là, il vaudrait mieux ne pas y être. Il vaudrait mieux ne pas être dans ce top 15. Donc restauration traditionnelle et hôtellerie aussi qui restent dans des positions de sinistres importants, avec là aussi toujours malgré tout une amélioration en nombre, hein, en nombre d'accidents du travail et maladies professionnelles et trajets, mais on va voir que après les chiffres peuvent être très différents dans la diapositive suivante en termes de gravité. Effectivement, donc on a là au niveau national, les premiers chiffres étaient régionaux, mais on retrouve effectivement à peu près 10% hein, dans notre région de ce qui se passe au national, ce qui est à peu près cohérent par rapport à, je dirais, au niveau d'activité. Les chiffres clés, donc effectivement, là aussi au niveau national, ben, un nombre de jours perdus pour accident du travail et maladie professionnelle en 2021 qui est très important, Considérable, hein. 339 000 jours perdus. Un nombre de jours d'arrêt qui augmente, 88 jours par accident de travail, hein, qui est en forte hausse depuis 2015, puisqu'on avait 60 jours en 2015 et il est en hausse constante d'année en année. Mm. Donc on sent qu'il y a peut-être moins d'accidents du travail peut-être sur nos statistiques, mais par contre les accidents sont plus graves puisqu'ils durent plus longtemps. Et 46% des accidents du travail chez les plus de 40 ans. Là aussi peut-être par une pyramide des âges plus élevée. En ce qui concerne les maladies professionnelles, ben, on constate ça effectivement oui. très régulièrement. Plus de 90% des maladies professionnelles concernent des affections périarticulaires et des problématiques de dos, du rachis lombaire. Pourquoi? Parce que bah, effectivement, beaucoup de manutention, beaucoup de postures contraignantes. Plus de 80% des maladies professionnelles chez les plus de 40 ans. 82% chez les femmes. Pourquoi? Là aussi, peut-être parce qu'on a une population qui est peut-être plus féminine, notamment dans les services d'étage. Services d'étage particulièrement touchés par les maladies professionnelles. Un nombre de jours d'arrêt par maladie professionnelle qui est là aussi est en forte hausse de manière constante depuis 2015 avec presque une année complète hein, en nombre de jours ouvrables, hein, mais plus d'une année complète de travail, de jours d'arrêt pour une maladie professionnelle. Tout ceci donc est très impactant bien entendu pour les salariés, très impactant pour les entreprises et on le retrouve également sur les coûts, hein, puisqu'il y a des barèmes de coûts qui sont établis donc chaque année hein, pour chiffrer un petit peu le coût par arrêt de travail. Et effectivement, donc on se retrouve pour les jours d'arrêt de travail, pour 90 jours pour un accident de travail, c'est à peu près un coût direct de 4 264 € qui sera facturé à l'entreprise. Et pour une maladie professionnelle, ce coût direct est de presque 55 000 € hein, pour une IP de 10 à 19%. Et pour rappel, ce que j'ai mis en dessous, c'est que ce coût total, c'est 4 à 7 fois le coût direct. Ça, de manière récurrente, c'est ce qu'on retrouve hein, dans les statistiques et les études que l'on fait. Donc, c'est plus du tout les mêmes coûts. Hein. Un accident de travail de 80 jours, ben, ça va vous représenter à peu près plus de 20 000 € et près de 270 000 € pour une maladie professionnelle. Alors, on peut le rapprocher hein, de certains éléments que l'on verra tout à l'heure, mais quand on sait qu'un Levely, qui est un des matériels les plus coûteux pour un service d'étage, coûte 500 €, bah, effectivement, on peut se dire, ben, avec un arrêt de travail de 88 jours, un coût direct de 20 000 €, ah ben, on pourrait Oui. acheter en fait 42 Levely. Ah oui. Sauf que c'est pas toujours comme ça qu'on le voit. Enfin, au moins, c'est ce qu'on n'entend pas tout le temps dans les hôtels. Hein. Les hôtels disent oula, 500 € multiplié par le nombre de chambres, mais ça fait un coût énorme.
c'est vrai, ça peut être un coût initial qui peut paraître important. Je préfère parler d'investissement que de coût. Et puis, bon, voilà, bien entendu, tout cela au-delà de l'aspect humain et de l'impact humain que ça a déjà sur les personnes. Voilà. Mais voilà, il y a des choses quand même qu'il faut mettre en lumière par rapport à ces coûts. Voilà, Pierre, on peut passer. Oui. Quelques éléments un petit peu plus précis là sur les chiffres clés qu'on a un peu cités tout à l'heure, voilà, où on retrouve les parts de maladies professionnelles, donc 83% des maladies professionnelles chez les plus de 40 ans. On s'aperçoit aussi qu'une maladie professionnelle peut se déclarer très jeune, puisqu'on en trouve à partir de 20 ans, et puis 30 ans, voilà, 30 ans, 35 ans, les chiffres augmentent petit à petit pour atteindre des proportions assez importantes ensuite. Voilà. Donc, plus de 80% des maladies professionnelles chez les plus de 40 ans. Donc des choses à faire, puisque quand on sait qu'on doit effectivement aussi travailler plus longtemps qu'avant, au moins que ces dernières années, par les dernières réformes retraite et qu'il faut travailler en bonne santé. Voilà, il y a des actions à mener, donc je crois qu'on est vraiment dans le vrai en essayant de mettre en place des actions de prévention individuelle et collective. Et puis on le retrouve aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, 337 maladies professionnelles au niveau national et 82% chez du personnel féminin. Voilà, donc bien sûr, ne me faites pas interpréter ou n'interprétez pas ces chiffres par le mauvais côté du prisme, en disant il faut embaucher que des jeunes et que des hommes. Ce n'est pas du tout le sens de mon propos. Voilà, mais c'est juste un constat par rapport à des pyramides des âges et à des emplois que l'on connaît dans l'hôtellerie-restauration. Voilà, d'où la nécessité effectivement de mettre en place des actions. On retrouverait sûrement le même type d'impact si on avait peut-être que des jeunes et que des hommes. Voilà, donc voilà, tel n'était pas mon propos, Ouais, bien bien sûr. entendu. Voilà, Ne vous mais je pense inquiétez que pas, vous l'avez Jean-Denis, bien c'était très compris clair. aussi. Ouais, bien sûr, pas de souci. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Jean-Denis. Donc, cette introduction, effectivement, pour revenir sur un certain nombre de notions et puis Avec pour venir un plaisir. peu qualifier la question, en fait, de la santé au travail et des enjeux du maintien en emploi dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration. Effectivement, les données présentées par Jean-Denis permettent de mettre en évidence, évidemment, l'impact que peut avoir ces accidents du travail, ces maladies professionnelles, bref, ces enjeux en matière de prévention des risques professionnels et pour les salariés concernés et pour vous en tant qu'employeur ou collaborateur. Et donc, l'idée de ce webinaire, c'est aussi de vous montrer finalement par certaines situations très concrètes, différentes solutions, différents acteurs, différents outils qui peuvent être mobilisés et qui, on l'espère, pourra vous être utile lorsque vous serez confronté à une situation de ce type. Donc, on a plusieurs situations qu'on souhaitait vous présenter cet après-midi. Et notamment une première situation qui vous sera présentée par Madame Géraldine François. Géraldine, Bonjour. je vous laisse peut-être vous présenter, puis hop, dérouler votre cas pratique. J'essaie de vous suivre. Ok, c'est parti alors. Bonjour à tous, ravie d'être avec vous cet après-midi. Donc l'objectif de l'illustration, elle part bien sûr d'un cas concret, mais l'idée c'est quand même de mettre en exergue et mettre en vidéo pour vous, employeurs, des outils et des étapes dans le parcours qui pourraient vous interpeller par rapport à vos propres relations, vos propres situations, pardon. Du coup, si on en vient à cette première situation, donc là, on est sur un salarié qui est un homme de 49 ans et qui est chef de rang dans un établissement plus ou moins spécialisé de restauration traditionnelle, sur place, avec une centaine de couverts par jour, en service du midi et en service du soir. Donc là, je n'ai pas pris un cas de maladie professionnelle et d'accident du travail, mais plutôt une maladie chronique évolutive avec des forts retentissements sur les membres inférieurs et du rachis et la fatigabilité, et beaucoup de fatigabilité. Ce salarié est motivé pour reprendre son activité suite à son arrêt maladie de 9 mois, et l'employeur est totalement impliqué dans la démarche de retour de maintien à l'emploi de ce salarié, et on verra que ce sont des facteurs facilitant la possibilité du maintien dans l'emploi. Donc, notre mission à nous, et au travers, donc là, l'idée, c'était quand même d'illustrer les différentes étapes d'accompagnement. Quand on a des situations de salariés qui sont en arrêt de travail, ce qui est important, c'est de détecter rapidement, d'agir en précocité
pour préparer le retour à l'emploi. Donc, en l'occurrence, il était en arrêt de travail. Et il y a des rendez-vous aujourd'hui et des visites de pré-reprise qui peuvent initier justement la préparation de ce retour à l'emploi. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la visite de pré-reprise, mais la visite de pré-reprise, donc c'est le médecin du travail qui va la réaliser pendant l'arrêt de travail du salarié, qui permet de préparer ce retour à l'emploi et de pouvoir utiliser des outils disponibles pendant l'arrêt de travail. Vous, en tant qu'employeur, dans le cadre de la dernière réforme de la santé au travail de août 2021, vous avez aussi la possibilité de proposer à votre salarié en arrêt de travail ce qu'on appelle le rendez-vous de liaison. Ce rendez-vous de liaison est encore méconnu et vous pouvez inviter votre salarié en arrêt de travail à venir vous rencontrer en associant, si vous le souhaitez, le médecin du travail pour pour envisager justement le retour à l'emploi de ce salarié et l'inviter à mettre en place la visite de pré-reprise. Donc, plus on va agir en précocité, plus on aura des chances de pouvoir maintenir votre salarié dans votre entreprise. La visite de pré-reprise, ça va permettre de mobiliser les différents acteurs du MDE et de la PDP. Et vous verrez tout à l'heure au travers de l'illustration du CIST-PACA, c'est qu'autour du salarié, il y a tout un ensemble d'acteurs qui gravitent. On a les acteurs du soin, les acteurs de l'entreprise, les acteurs de l'assurance maladie et les acteurs experts. Et c'est vrai que quand on doit mettre en place une situation de maintien dans l'emploi, il y a des outils qu'on va utiliser en précocité et parfois on doit aussi assurer une complémentarité entre tous ces acteurs. Donc le signalement vers le médecin du travail, qui est pour vous votre acteur pivot, va nous permettre après de mobiliser l'ensemble des acteurs du maintien dans l'emploi et de la PDP. Puis après, il y a l'autre étape qui est plutôt de l'analyse de la situation et de la recherche de solutions. Pour ce faire, il faudra qu'on implique le salarié et l'employeur. Et surtout, nous, Cap Emploi, j'ai oublié de préciser mon organisme, mais je représente les Cap Emploi, donc on fait partie du service public de l'emploi et on a pour mission le maintien dans l'emploi des salariés quand ils présentent des restrictions médicales d'aptitude ou un risque d'inaptitude. Et notre rôle va venir en fait d'ouvrir le champ des possibles du maintien dans l'emploi et on est un peu un outil pour le médecin du travail et on va épauler l'employeur justement dans ses recherches de solutions en fait. Je vois les corrections en direct. C'est parfait, Pierre. Oui, j'ai décliné les sigles, effectivement, pour faire Voilà. Ah oui. Pardon, je voulais faire ça discrètement, mais je n'ai pas réussi. Du coup, après l'analyse et la recherche de solutions, on va également vous aider à mettre en œuvre les solutions, qu'elles soient techniques, organisationnelles, formatives ou humaines, et si besoin, mobiliser les aides financières qui sont disponibles, donc les aides financières soit de la GIFIP, mais également les possibilités de financement autres. Je parle de la sécurité sociale, par exemple. Et la dernière étape, c'est le suivi de la situation où il faut nécessairement maintenir le lien avec le salarié et l'employeur et surtout sensibiliser le collectif de travail. Donc, en direct live, pour cette situation de ce monsieur qui est chef de rang, on est peut-être, Pierre, vous pouvez aller sur l'autre slide, voilà. Quand le Cap Emploi intervient, notre mission, elle vise à définir l'ensemble des techniques de compensation qui seraient souhaitables pour permettre en fait une meilleure adéquation entre ce monsieur et les restrictions médicales qu'il présente par rapport à son environnement de travail. Donc je disais, on intervient sur site et on décortique en fait son poste. Ce monsieur, il effectuait le service du midi et du soir, il gérait le service, il mettait en place les tables, la terrasse, il distribuait les cartes, il prenait les commandes, il s'occupait aussi des consommations au bar, mais également du lavage du sol et des sanitaires. Et donc, par rapport à ces problématiques santé, on essaye d'identifier toutes les situations de travail pour proposer donc ces aménagements et accompagner l'entreprise et le salarié à mettre en place les solutions. Donc, en clair, les difficultés qu'ils rencontraient essentiellement, c'était l'entretien des sols.
le fait qu'il y ait aussi le double service du midi et du soir, de par sa fatigabilité. Donc, au démarrage, alors quand on fait une analyse de situation, on ne s'occupe pas que du salarié, hein. On s'occupe aussi de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on va analyser avec l'employeur et juste apposer en fait les deux diagnostics pour que la situation, on entre bien dans le cadre d'une démarche, dans le cadre d'une démarche concertée employeur-salarié en associant le médecin du travail et de tous les acteurs qu'on aurait besoin pour que la solution, elle soit partagée. Donc, en clair, le premier levier qu'on a mobilisé, c'est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui permet justement d'ouvrir les possibilités de financement auprès de la GFIP. Ce salarié, il était en arrêt de travail. Il y avait quelques craintes entre l'entreprise, enfin, par rapport à l'employeur et voire même le salarié, à ce qu'il puisse reprendre son poste de travail. Donc, on a déclenché un essai encadré. L'essai encadré, ça se mobilise pendant l'arrêt de travail et avec l'autorisation, bien sûr, du médecin conseil. Et ça vient permettre de retester, en fait, sa capacité de travail. Il est tutoré dans l'entreprise et ça nous permet aussi d'étudier tous les besoins d'aménagement par rapport à son poste de travail. En l'occurrence, il a fait un essai encadré de 14 jours. Ça veut dire qu'il reste en arrêt de travail, les indemnités journalières ne sont pas coupées et on peut retester. Et ça redonne confiance aussi bien à l'employeur qu'au salarié des capacités de retour de ce salarié. Ça nous a permis d'identifier les aménagements organisationnels de ces tâches et de changer d'horaire. Il est passé uniquement en service du midi et de bénéficier par la suite d'une aide humaine pour laver les sols et les sanitaires. Ça nous a permis aussi, à terme, de mobiliser les aides financières. Donc, on a déclenché une aide au maintien de la GFIP, qui est une subvention forfaitaire, pour soutenir l'entreprise pendant le temps de la recherche de solutions. Et par la suite, une reconnaissance de la lourdeur du handicap. Donc, la reconnaissance de la lourdeur du handicap, compte tenu du fait il avait besoin d'une aide humaine, ça permet de couvrir les charges pérennes par rapport à l'entreprise qui peut aller jusqu'à 12 000 €. Donc, sur cette situation, en fait, les facteurs de réussite, c'est bien une anticipation, une prise en charge précoce, le fait que le salarié il soit acteur de son propre parcours, c'est vraiment un facteur de réussite. Le fait que l'employeur soit impliqué et volontaire dans cette démarche de maintien dans l'emploi étant un facteur de réussite également, parce qu'on ne fait pas dans le maintien dans l'emploi sans employeur. On a bien sûr mobilisé l'ensemble des acteurs du MDE et de la PDP et sollicité bien sûr les dispositifs et les aides financières. Et nous réalisons un suivi de la situation, c'est-à-dire qu'à l'issue de... Quand tout est mis en place, Cap Emploi va intervenir après 3 mois à la fin pour vérifier que tout va bien et si nécessaire, réenclencher sur une recherche de solutions adaptées. Et peut-être préciser aussi, Géraldine, je me permets, que bien sûr. l'intervention de vos équipes, de Cap Emploi, hein, du Cap Emploi de chaque département, Elles sont financées. Sont financées pour l'entreprise. C'est-à-dire que le fait de pouvoir bénéficier d'un appui par un partenaire extérieur spécialisé comme l'est Cap Emploi, eh bien, ça ne coûte pas d'argent à l'entreprise qui le souhaite. Pas du tout. C'est quand même un Nos point services important sont aussi, financés par la GFIP, le FIP et Pôle emploi. Donc, c'est pour ça que j'ai précisé tout à l'heure qu'on était service public. Ouais. C'est-à-dire qu'on est financé par ailleurs et on est... c'est parce que j'aime pas dire le mot gratuit pour l'entreprise. Oui, non payant. Voilà, non payant, voilà. Exactement. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a, enfin, vous n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, hein, vous voyez, ça fait appel à plein de ressources, plein d'outils, plein de dispositifs. Finalement, la présentation qui vient de vous être faite par Madame François, puisque on a parlé RQTH, on parle RLH, on parle des aides de la GFI. Enfin, voilà, on sait que c'est aussi finalement tout un tas de sigles, d'outils différents, d'où effectivement l'importance aussi de pouvoir se raccrocher à des acteurs spécialisés qui connaissent finalement cet environnement de la compensation, de la santé au travail, etc. Je vous laisse. Peut-être pour conclure, en fait, c'est que c'est sûr qu'au travers d'un exemple comme ça et des difficultés que vous pourrez rencontrer dans le maintien dans l'emploi, l'idée, c'est de montrer qu'il y a des leviers et que vous, employeur, vous n'êtes pas tout seul,
qu'il y a des acteurs spécialisés, justement, des acteurs dont c'est la mission. Votre réflexe, ça doit être de vous appuyer sur le médecin du travail. Et le médecin du travail, lui, va s'appuyer sur l'ensemble des acteurs qui gravitent autour du maintien dans l'emploi et de la prévention de la désinsertion professionnelle. C'est-à-dire, ça peut être Cap Emploi, ça peut être le service social de l'assurance maladie, ça peut être la GFIP, ça peut être... il y a une multitude d'acteurs et c'est vrai que pour vous, employeurs, parfois, c'est compliqué de se retrouver, en fait, et de savoir vers quoi vers qui je me retourne. Votre acteur prioritaire, c'est le médecin du travail, dont c'est la mission, la mission à la fois de prévention des risques professionnels, que ce soit la maladie, les accidents du travail et autres. Et il est là pour vous conseiller aussi dans le retour à l'emploi de vos salariés. Ce qui était intéressant aujourd'hui dans le cadre de la réforme de la santé au travail, c'est que vous avez un outil quand même, le rendez-vous de liaison. Parce que pendant longtemps, les employeurs disaient, mais quand mon salarié est en arrêt de travail, je ne peux pas l'appeler pour savoir ce qu'il en est. Alors, vous avez toujours pu l'appeler, vous n'avez pas le droit de le harceler. Mais au moins, avec le rendez-vous de liaison, après 30 jours d'arrêt, vous pouvez proposer à votre salarié de venir vous rencontrer pour travailler sur la reprise d'emploi, en fait. En lui indiquant qu'il existe cette visite de pré-reprise et qu'il existe des outils à mobiliser. Le salarié peut refuser, bien sûr, de venir vous rencontrer, mais au moins, vous pouvez l'initier. Et plus on va intervenir précocement, plus on a de chances de trouver des solutions. Parce que peut-être que le maintien n'est pas possible au poste de travail, mais on peut envisager un autre poste de travail dans l'entreprise. On peut aussi peut-être accompagner le salarié à travailler sa transition professionnelle pour pas, en cas de licenciement pour inaptitude, pour pas qu'il se retrouve sans nouveau métier dans ses mains, quoi. Si vous avez des salariés qui sont depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans dans vos entreprises et qu'au travers de l'usure professionnelle, il faut qu'ils se reconvertissent, c'est quand même plus facile de se reconvertir avec un statut de salarié qu'arriver sur le marché de l'emploi en tant que demandeur d'emploi sans avoir commencé à réfléchir à son nouveau projet. C'est peut-être ça le message qu'on voulait vous faire Pierre, passer est-ce que je peux aujourd'hui. juste compléter Géraldine? Pardon, Géraldine. Bien sûr. Bien sûr, avec plaisir, ouais. Ouais, moi, je suis Mounia Belhamlad, je suis manager au sein du service social de l'assurance maladie. Géraldine en a très bien parlé, j'en remercie. Et elle a abordé justement l'essai encadré. Moi, juste l'information que je voulais vous donner pour compléter, parce que c'est bien aussi, je sais que certains le savent, mais peut-être pas tous, tous les salariés qui sont en arrêt de travail depuis plus de 60 jours reçoivent un courrier de notre service, de l'assurance maladie, disant, vous êtes en arrêt de travail depuis plus de 60 jours, votre reprise risque de poser des difficultés, on se met à votre disposition. Voilà, il faut le savoir parce que comme disait Géraldine, la clé du succès, c'est la précocité et le travail de tous les partenaires avec l'employeur et l'assuré. Mais c'est vrai qu'au plus nous, ou Cap Emploi, ou le médecin du travail, ou vous, on intervient tôt dans la situation, et au plus on a la possibilité de mettre en place des choses. Parce que le but des actions, par exemple, comme l'essai encadré, il faut l'accord, comme l'a dit Géraldine, du médecin conseil, de notre service social et du service administratif. Et le but, c'est de ne pas prolonger l'arrêt de travail. Donc, nous, on arrive dans la situation où on nous dit il reste 3 mois ou il reste 2 mois avant que la personne ait une fin d'indemnité journalière. Et c'est plus difficile que quand on vient tôt dans la situation où, que ce soit avec Cap Emploi, avec le médecin du travail et avec les autres partenaires, on va pouvoir tester. Et c'est vrai que les outils assurance maladie, c'est l'assurance maladie qui paye. C'est quand même ça aussi le nerf de la guerre. Et ça permet vraiment de tester avant, par exemple, une reprise à temps partiel thérapeutique. Parce qu'on sait que derrière, si on reprend 2 jours et qu'on s'arrête de nouveau, administrativement, il faut une nouvelle attestation patronale et ça demande à l'employeur et aux salariés de réajuster des choses. Voilà. C'est ce que je voulais ajouter à la présentation de Géraldine. Merci beaucoup, Mounia. C'est très complémentaire. Merci à vous. Alors, on a 2 questions qui ont été posées dans les chats et je vous les relais avant de passer à la suite de la présentation. Quelle est la durée moyenne entre le désir de retravailler et le retour à son poste? Je ne sais pas si on réussira à apporter des éléments de réponse à cette question parce que c'est pas simple, mais en tout cas, on va pouvoir en discuter. Donc, voilà. Première question. Et puis, la deuxième, c'est globalement, quel est le pourcentage de réussite des retours à l'emploi? Peut-être qu'on a des éléments. Bon, j'ai mes collègues qui sont là, qui compléteront, mais
Je ne vais pas répondre sur une durée moyenne entre les désirs de retravailler et le retour à son poste de travail. On ne va pas parler de ceux, alors je vais vulgariser, de ceux qui profitent du système, là. Voilà. Des arrêts de travail à répétition, des arrêts de travail qui se poursuivent. Mais ce matin, par exemple, moi, j'ai été sensibiliser les médecins traitants là, qui vont s'installer. Le message qu'on leur parle, qu'on leur passe, et je ne vais pas sensibiliser toute seule, hein, on y va avec le CISTOPACA que vous verrez tout à l'heure, et puis un médecin conseil de la sécurité sociale et un médecin du travail. Mais le message qu'on porte aux médecins traitants, c'est que l'arrêt de travail, c'est un médicament. C'est comme quand on a des antibiotiques, on sait quand est-ce qu'on va démarrer le traitement et quand est-ce qu'on le finit. Et ben, l'arrêt de travail, c'est pareil. Logiquement, il est prescrit comme un médicament hein, par rapport à des tableaux, etc. Mais le médecin traitant, il doit dire, bon, vous avez ça, aujourd'hui, je vous prescris l'arrêt de travail. Et puis, ben, dans un mois, par exemple, on fait le bilan. Et l'idée, c'est d'aller vers du retour à l'emploi le plus rapidement possible. Et c'est pour ça que nous aussi, on sensibilise le premier acteur de la chaîne, qui est le médecin traitant, parce que c'est lui qui délivre l'arrêt de travail, c'est lui qui doit orienter rapidement vers le médecin du travail pour travailler le retour à l'emploi en précocité. Après, je ne parle pas de ceux qui n'ont aucun désir de retravailler, là j'ai pris l'exemple d'un mois, mais on peut avoir des pathologies qui nécessitent des évitements du marché du travail plus longtemps quand c'est des pathologies un peu plus particulières. Petite précision par rapport à la question, notamment le délai administratif, c'est-à-dire entre le moment où l'employeur on repère une difficulté où on souhaite anticiper le retour à l'emploi de la personne. Combien de temps, finalement, combien de jours, semaines sont nécessaires entre le moment où l'employeur sollicite le médecin du travail ou le Cap emploi, par exemple, et puis le moment où il y a l'intervention effective? Ça dépend du dispositif, hein. Par exemple, un essai encadré, il faut au moins 3 semaines, on va dire 3 semaines pour pouvoir le mobiliser à partir du moment où tout le monde est d'accord. La mobilisation de l'aide au maintien de la GFIP, une fois qu'on a le dossier dans nos mains, en 15 jours, l'aide, elle peut être versée. La reconnaissance de la lourdeur du handicap, ça nécessite quand même à ce qu'on analyse bien toutes les différentes tâches, que l'employeur se positionne aussi sur les taux de prise en charge. Donc, les dispositifs, ils varient. Et c'est pour ça, en fait, qu'on dit qu'un des facteurs de réussite, c'est prendre en charge précocement la situation, parce qu'il y a des dispositifs qui vont mettre du temps à être mobilisés. Je n'ai pas une réponse. Non, mais du coup, c'est très bien parce que ça permet de souligner ce que vous évoquiez tout à l'heure, Géraldine, à savoir l'importance. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais quand même, en tout cas, c'est un point de vigilance à avoir en tête. L'importance, en fait, du repérage précoce ou en tout cas de l'action précoce de toutes les différentes parties prenantes, dont l'employeur, évidemment. Et peut-être si je peux me permettre de compléter, je Bien suis sûr. Isabelle Bazin de la GFIP. Là, on parle des dispositifs, effectivement, avec des financements à la clé ou des dossiers à déposer. Donc, ça peut prendre entre 15 jours et 2 mois quand même, hein, selon les aides à mobiliser. Mais avant de mobiliser les aides, il y a d'abord tout l'aspect analyse de la situation. Comme disait Géraldine, analyse de la situation de l'entreprise, analyse de la situation du salarié, point avec le médecin. Peut-être études ergonomiques s'il y a besoin d'étudier le poste. Donc tout ça, ça nécessite une analyse avant de dire finalement on va mobiliser tel ou tel dispositif. Donc c'est pas 15 jours, 3 semaines en tout en fait, hein. Il y a quand même des semaines d'analyse en fonction aussi de la disponibilité de chacun, parce que si la personne est en arrêt de travail, elle est aussi en soins, donc elle est peut-être pas disponible tout le temps. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'être le plus en précocité possible pour pouvoir prendre ce temps d'analyse, d'aller-retour, d'acceptation pour la personne que peut-être il y a des choses qu'elle ne pourra plus faire ou qu'elle devra faire différemment. Des fois, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, il faut faire la démarche et il faut que la personne l'accepte. Donc tout ce temps-là, il est important et il doit être pris en compte. Allez, écoutez, parfait. Merci à vous pour cette présentation. Merci beaucoup, Géraldine, Merci. pour ces propos très clairs. Donc, vous avez vu, on a souhaité vous présenter une première situation
avec un salarié qui a une problématique de santé pour laquelle il y a besoin d'un accompagnement individuel et la mise en place de solutions qui sont propres à sa situation. On a aussi souhaité mettre en évidence cet après-midi des réflexions qui sont un peu plus collectives, voilà, des approches un peu plus collectives autour de la prévention des risques professionnels. Et donc Jean-Denis, que vous avez déjà pu entendre tout à l'heure, hop, vous présente également un cas. Tout à fait. Allez-y, Jean-Denis. Donc c'est un hôtel du centre-ville de Nice qui a un petit peu moins de 50 salariés. Ça oscille selon les années entre 49 et 49 salariés. Il est à préciser aussi qu'ils ont quand même mis en place un CSE. Et c'est pas anodin parce que c'est une instance qui a aussi son importance et qui a eu aussi à travailler beaucoup avec la direction de l'hôtel et les managers sur la problématique que je vais vous exposer. Une équipe d'étage donc de 10 femmes de chambre environ. Quand je dis 10 femmes de chambre environ, c'est qu'elles sont 10 salariés en fait à l'année et puis en saison, ça peut monter à 15 ou 20 selon les années, selon les périodes. Voilà, qui sont salariés de l'hôtel. C'est pas de la sous-traitance. Il y a 2 à 4 accidents du travail à peu près par an, essentiellement sur quelques personnes de cette équipe d'étage, de cette équipe housekeeping, voilà, mais qui génère énormément de jours d'arrêt. Vous le voyez, entre 300 et 800 jours d'arrêt par an selon les années, donc c'est vraiment très important. Il n'y a pas de maladie professionnelle depuis les nombreuses années que je connais cet établissement. Et il y a à peu près 20% de l'équipe, de cette petite équipe avec des difficultés périarticulaires. Je vous ai mis juste en dessous un exemple daté très récent de 2023, une femme de chambre qui a eu une douleur à l'omoplate en déhoussant une couette. Donc effectivement, on peut se dire, c'est un geste du quotidien, c'est un geste assez anodin, mais pas vraiment parce que effectivement, cette femme de chambre, elle a déjà en fait des difficultés périarticulaires depuis quelques années. Et le fait de déhousser la couette, une fois par jour, ça peut aller. 14 fois par jour, comme c'est souvent le cas, c'est plus difficile. Et puis, multiplié par le nombre de jours, le nombre de mois, le nombre d'années. Voilà. Toujours est-il que là, elle est en arrêt pour 365 jours. Donc, on voit que ça fait beaucoup monter la moyenne. Et par rapport aux éléments que je vous donnais tout à l'heure, c'est effectivement une salariée à remplacer, des compétences à retrouver, un impact sur l'équipe et un impact bien entendu sur cette personne qui est la principale victime. On peut passer à la suite si tu veux bien, Pierre. De manière très générale et très synthétique, le premier élément peut-être qu'on peut noter avant le diagnostic, c'est qu'il y a eu un engagement fort de la direction, du management de proximité, avec le CSE que je vous citais tout à l'heure, pour changer les choses depuis quelques années déjà. Voilà, donc il y a quelques années que la démarche a été engagée. Il y a eu un diagnostic en fait qui est régulier avec le service de prévention et de santé au travail par le médecin du travail, qui est l'acteur effectivement, comme ça a été cité tout à l'heure par Madame François, l'acteur de terrain principal en termes de santé au travail, qui est mobilisable et mobilisé. Il y a eu l'adaptation aussi de solutions individuelles. Ces solutions, elles sont continues, elles sont, je dirais, mises en place petit à petit par l'établissement. Elles ont malgré tout un impact sur l'organisation parce que une femme de chambre qui a des restrictions d'activité, forcément, ça va aussi avoir des impacts sur l'organisation. Une femme de chambre, elle n'a pas un poste fixe. Ce n'est pas un poste de plonge, par exemple, où effectivement, on a un peu moins ces difficultés-là, au moins c'est ce qu'on en voit dans les entreprises que l'on visite. Un poste de plonge, un plongeur qui a des difficultés, on peut plus facilement adapter son poste parce qu'il a un poste unique, une situation de travail unique et il est unique à son poste. Par contre là, cette femme de chambre qui a des restrictions va avoir un impact sur l'organisation. D'où en fait l'idée progressive qui a été mise en place par l'établissement d'avoir un déploiement plus collectif des solutions qui avaient été envisagées pour les 2-3 personnes de cette équipe avec des difficultés importantes pour pallier en fait à ces difficultés d'organisation quotidiennes, à la fois pour la gouvernante, mais aussi pour les autres collègues de l'équipe.
hein, voilà. Donc, parce qu'on sent bien que ben, voilà, une femme de chambre qui a des difficultés pour rousser une couette, par exemple, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, ben, on va dire, ben, on va peut-être lui faire que des recouches, recouches sur lesquelles ben, il n'y a pas le déhoussage et le houssage de la couette à refaire, hein. Sauf que bah, si cette personne, elle fait que des recouches, ah bah, il y a d'autres personnes de l'équipe qui vont avoir que ce qu'on appelle des mises à blanc, que vous connaissez dans les hôtels, hein. Voilà, et donc refaire la chambre en entier. Et donc, bah, une femme de chambre qui va avoir 14 chambres à refaire à blanc, bah, c'est une charge en plus pour elle pour compenser les difficultés de sa collègue. Donc, ça peut aussi avoir des impacts sur le collectif de travail et sur l'ambiance du collectif de travail, d'où l'idée de déployer de manière plus collective les solutions de prévention, les solutions de protection, hein. Voilà, donc on va voir après petit à petit qu'il y a eu pas mal de solutions et il y en a encore d'autres qui seront à venir pour justement faire de l'amélioration continue sur l'organisation et faciliter en fait le travail au quotidien, à la fois des personnes qui ont des restrictions, mais aussi de l'ensemble de l'équipe, hein. Ça, c'est un point assez important et donc on le retrouve dans les difficultés rencontrées, hein. C'est ce que j'ai pu citer. Voilà, des problèmes périarticulaires sur quelques personnes, des solutions individuelles, mais comme je vous l'ai dit, avec un fort impact sur l'organisation de l'équipe et aussi sur l'ambiance, hein. Pourquoi? Parce que bah, effectivement, ces femmes de chambre n'ont pas une situation de travail unique, à la fois par le lieu, hein, puisqu'elles peuvent changer d'étage, elles peuvent changer aussi de, de bâtiment, hein, quand c'est un hôtel qui a plusieurs types de bâtiments. Elles ont des missions aussi qui sont variées, les recouches, les mises à blanc, les suites, les chambres simples, etc., etc. Voilà. Ou les salles de bain, je fais les salles de bain ou je les fais pas, hein, voilà, ça peut créer aussi des difficultés. Donc les leviers mobilisés, en premier lieu, il y a eu deux organismes mobilisés qui étaient les organismes de services de santé au travail, donc par le médecin du travail et la GFIP, pour les restrictions d'activité et adaptation de matériel. Donc ça, c'était au niveau individuel et ça fait quelques années déjà. Bien entendu aussi, il y a eu les interventions du service social de la CARSAT de manière individuelle pour ces personnes-là. Et puis petit à petit, un déploiement plus collectif pour accompagner l'organisation et faciliter le management quotidien. Des aides financières aussi de la CARSAT Sud-Est, hein, spécifiques pour la mise en place de matériel que vous pouvez retrouver sur nos sites. Voilà. Et puis un dialogue social et managérial permanent à la fois entre la direction, les managers de proximité, l'équipe et aussi avec le CSE qui est très impliqué dans le dispositif. Et je le répète, alors qu'ils sont moins de 50 salariés, donc ils n'avaient pas cette obligation, mais ils l'ont fait quand même. Et je pense que c'est une excellente idée aussi pour travailler en fait de manière pluridisciplinaire et dans un bon dialogue social. Voilà quelques exemples de choses qui ont été mises en place. Alors, un premier exemple, en fait, qui a été mis en place de manière individuelle au départ et qui a été déployé, donc ça a été mis en test, c'est bah, des choses qu'on peut retrouver alors dans les hôtels qui ont encore des douches ou qui ont encore des baignoires, pardon. Mais on peut aussi le retrouver sur les douches. C'est la vitre, en fait, hein, qui posait question, le pare-vitre là qui posait souci pour le nettoyer. Donc en fait, ils ont reconçu le système pour qu'il soit amovible, hein. Donc il coulisse en fait, il permet un nettoyage plus simple pour les femmes de chambre qui avaient des difficultés. Mais maintenant, en fait, c'est toute l'équipe qui en bénéficie aussi. Donc ça, c'est un bel exemple, voilà, de dispositif, de solution qui a été mis en place en test au départ pour une ou deux personnes, puis que finalement l'hôtel a déployé sur l'ensemble des chambres de l'hôtel et pas uniquement sur un étage, parce qu'au départ c'était ça, on le déploie sur un étage, l'étage où il y a les femmes de chambre qui ont des difficultés, mais finalement bah, on s'aperçoit que ça crée des difficultés parce qu'il faut toujours qu'elles soient sur cet étage-là, mais cet étage-là, il n'est peut-être pas plein en fait à certaines périodes de l'année, et donc voilà, il faut aller travailler dans d'autres chambres qui ne sont pas équipées. Donc ils l'ont déployé de manière complète sur l'ensemble de l'établissement, ce qui est, là on le voit, donc une très bonne chose. Et on travaille là donc sur ce qu'on appelle la CLST, la conception des lieux et des situations de travail. Voilà. Pour Pierre, si tu veux, pour le support futur que tu délivreras en fait aux participants, tu pourras rajouter conception des lieux et des situations de travail.
D'autres éléments qui ont été mis en œuvre, effectivement, qu'on retrouve dans la diapo suivante. Plein de choses. Alors, ça n'a pas été fait en une seule année. Il y en a, alors c'est que quelques exemples, il en manque, hein. Alors, ils ont déployé effectivement des aspirateurs légers qui sont embarquables sur les chariots. Les chariots, ils ont été motorisés, là aussi pour faciliter en fait le déplacement de ces chariots. C'est la photo tout à droite. Ils ont mis en place aussi des chariots à linge pliables, légers, hein, pour déplacer le linge et là aussi pour les lingères. Des dispositifs de houssage de couette. Alors ça, c'est tout récent, c'est en cours de déploiement sur 2024. Ça fait suite un petit peu à l'accident dont je vous parlais tout à l'heure de 2023. Hein, voilà. Donc les lève-lits qui sont installés là depuis de nombreuses années, ils les remplacent quand il y a besoin. Des dispositifs plus, je dirais plus manuels, mais là aussi où on retrouve, ils ont ce souci de trouver du matériel ergonomique pour nettoyer leurs différents espaces et qui soient adaptés en fait au type de surface qu'ils ont à nettoyer, maniable, télescopique aussi pour certains matériels, qui soient aussi embarquables de manière simple sur les chariots pour réduire aussi les postures, pour faciliter aussi le confort de travail. Il en manque hein, sur ces dispositifs. Ce qu'on pourrait citer d'autres, c'est les systèmes de cale-porte hein, qui sont très pratiques là aussi pour ouvrir les portes et ne pas avoir à se baisser pour mettre un cale-porte. Il y a aujourd'hui des cale-portes très sympas qui existent sur le marché. Ils en ont aussi. On peut citer aussi d'autres dispositifs, des nettoyeurs vapeur qui sont en train de déployer sur un des bâtiments en test aujourd'hui hein, pour voir un petit peu ce que ça peut apporter. Et on sait que ça peut apporter beaucoup puisque ça peut apporter aussi le remplacement en fait ou la suppression d'un certain nombre de matériels manuels aussi qu'il faut, même s'ils sont ergonomiques, qu'il faut porter sur le chariot, qu'il faut déployer et aussi qui facilitent le travail puisqu'on n'a plus à frotter les différents types de surfaces. Donc voilà plusieurs éléments, on le voit, qui sont mis en amélioration continue et qui se déploient pour l'ensemble du collectif de travail. Et là aussi, donc avec plusieurs acteurs, le médecin du travail principalement et les différents acteurs de l'entreprise. Voilà, Pierre. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup, Jean-Denis. Donc, vous voyez, c'est un autre exemple assez parlant, finalement. Alors, cette fois-ci, on part d'une situation individuelle pour aller finalement vers une réflexion un peu plus collective. Donc, c'est encore une approche un peu différente de celle qui vous était présentée par Géraldine, mais voilà, qui permet de mettre en évidence finalement l'importance de l'organisation du travail, de la réflexion collective finalement, et que l'émergence d'une problématique de santé sur un ou plusieurs salariés peut être finalement une occasion de réfléchir de manière un peu plus collective, un peu plus globale, l'amélioration des conditions de travail. Et qu'en fait, il y a un certain nombre d'outils, d'acteurs, de dispositifs, de financement qui sont mobilisables pour vous accompagner dans ces démarches. Ce qu'on pourrait rajouter, Pierre, éventuellement, ce que je pourrais rajouter, c'est qu'effectivement, là, on est parti d'une situation, en fait, où on est parti d'une situation de réparation, puisqu'il y avait déjà des difficultés sur des personnels, et il y en a encore, hein. Et notre objectif, effectivement, nous, en termes de prévention, c'est d'agir le plus en amont possible de ces situations-là, hein, quand les cas sont pas encore arrivés, qu'on n'a pas encore de sinistre, hein, pour parler en termes assureurs, mais quand on n'a pas eu d'accident du travail, qu'il n'y a pas de difficulté de santé pour les personnes. Et donc, petit à petit, en fait, c'est implanter ce type de matériel et de solutions techniques, mais aussi organisationnelles, en amont de ces situations de difficulté de santé pour les personnes. Voilà. Même si effectivement, ça peut paraître un coût, mais je le redis, c'est surtout un investissement. Alors, on a une question d'ailleurs, Jean-Denis, j'en profite, mais je la pose peut-être plus largement aussi à l'ensemble de nos intervenants autour des exosquelettes. Oui. Hein, on a la question, qu'en est-il des exosquelettes? Une solution. Alors, attendez, j'essaye de la voir. Ouais. Ah oui, alors pour les exosquelettes, alors il y a différentes approches. Comment dire? Il y a certains exosquelettes et certaines situations de travail, on va dire, qui peuvent effectivement apporter un plus. Ce qu'on préfère, nous, c'est de se dire un exosquelette,
ça peut être éventuellement considéré comme un équipement de protection individuelle. Je le compare souvent à ça. C'est se dire, quand on n'a plus d'autres solutions, est-ce que l'exosquelette pourrait être cette solution? Ou comment dire, oui, ça pourrait être une solution. Mais on préfère rechercher en amont toutes les solutions plus collectives de prévention et qui ne sont pas aussi apportées par le salarié, puisqu'en fait, la situation de travail reste pareille. Et nous, ce qu'on veut changer, c'est la situation de travail. Donc, c'est travailler sur le danger, travailler sur les risques pour les supprimer, les éviter, les réduire. Et donc, si on peut les éviter, les réduire, les supprimer par d'autres équipements tels que ce que j'ai pu vous montrer là en exemple, c'est ce qu'on préfère. Ensuite, s'il n'y a rien d'autre qui existe, il peut y avoir effectivement dans certains cas des exosquelettes qui sont intéressants à déployer. Voilà. Mais la solution, elle n'est pas. Voilà, je ne peux pas vous faire une réponse standard parce que selon le cas, ce n'est pas forcément la solution à mettre en œuvre. Ça peut être une solution de facilité. J'ai trouvé un exosquelette, je le mets en place, mais il y a plein d'autres choses à faire avant et on le voit dans plein de cas. Voilà. Mais ça peut être une solution en dernier lieu, je dirais, voilà, pour caricaturer un peu. Merci beaucoup, Jean-Denis, pour ces éléments de réponse. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas, soit par le chat, soit directement en ouvrant votre micro. Oui, allez-y, monsieur Aliès, je vous en prie. Alors, votre micro, par contre, est coupé. Ouais. Hop, voilà, pardon. Voilà, Christian Aliès, donc je suis l'ancien directeur de l'ANACT en Ile-de-France et merci beaucoup, je dirais, de cette réunion qui est très intéressante. J'étais la semaine dernière à l'INRS où j'ai eu une présentation des exosquelettes et où je suis intervenu à la demande de la CFTC et à la demande du référent handicap et maintien dans l'emploi. Et j'ai promu justement le guide PACA qui va peut-être être présenté après, parce que je trouve que c'est un des meilleurs guides qui est fait, même si celui du PRITH en Ile-de-France était très bien. Hein, donc, mais je dois avouer que c'était très, très synthétique et ça a eu un grand succès, donc je voulais simplement vous le dire. Et après, concernant la présentation des exosquelettes, bon, je confirme ce qui vient d'être dit par la personne de la CARSAT. C'est vrai que c'est une démarche très individuelle, voire individualiste, et qui génère quand même beaucoup de coûts pour l'entreprise. Et j'en profite pour des coups, puisque j'ai fait la promotion lors de cette invitation du FIPU, hein, puisqu'il y a un fonds, non pas d'intervention, mais d'investissement, ça a été dit tout à l'heure, d'investissement pour la prévention de l'usure, qui a été promu mi-mars à peu près, hein, de mémoire. Et je pense que ça peut générer des approches collectives pour le secteur de l'hôtellerie-restauration, pour ne pas rester justement sur... Alors, c'est pas forcément... il y avait une personne du service social hein, qui était là tout à l'heure de l'assurance maladie, mais plutôt par le département prévention des risques professionnels. Et je suis assez, moi, sensible au secteur de l'hôtellerie-restauration, puisque mes parents travaillaient dans le secteur, tous les deux, de l'hôtellerie-restauration. Et donc, je pense qu'il y a un gros travail encore à faire, peut-être effectivement de manière collective. Hein. Voilà. Et le FIPU peut servir à ça. Et j'ai mis dans le chat, du coup, plus d'informations sur ce fameux FIPU. Donc, Ouais. merci en tout cas pour l'information, Christian. Et puis pour la promotion du guide, par ailleurs. Oui. Oui, Madame Lorenzo, vous souhaitiez intervenir? Non, je m'aperçois juste que j'ai pas mon micro coupé et je disais juste le FIPU aurait pu mieux choisir comme Ça, je suis bien d'accord. Mais je vais parler pour moi. On se dit la même chose. Tout à fait, surtout qu'il y avait d'autres choix possibles à faire. Bon, en tout cas, merci pour votre intervention, Christian. Alors, justement, vous avez parlé de ce fameux guide, à croire qu'on s'est coordonné ou qu'on a préparé cette rencontre ensemble, ce qui n'est pas le cas, puisqu'on va effectivement vous présenter différents acteurs, différents dispositifs. Et en fait, en particulier, nous souhaitions vous présenter un outil qui a été mis en place en PACA, qui est le site PACA. Qui est un outil d'information en fait, hein, au sein duquel vous allez trouver plein de ressources à votre disposition. J'en dis pas plus, hein, et je vais laisser du coup Sandrine et Isabelle. Alors, je crois que c'est moi qui commence. Donc, bonjour, moi je suis Sandrine Moquer, donc au ministère du Travail, à la DRETS plus précisément. Alors, je vais donc tâcher de vous présenter rapidement avec Isabelle Bazin un petit peu ce qu'est le CIST PACA, sachant que la personne habituellement qui le présente est une personne donc de l'ORS, hein, de l'Observatoire régional de la santé, et en particulier la chargée de mission, mais qui s'excuse aujourd'hui.
Donc, le système d'information en santé, travail et environnement, hein, qu'on dénomme le SIST-PACA, c'est un dispositif donc, qui existe depuis 2004 hein, et dont l'animation a été confiée à l'ORS, justement, à l'Observatoire régional de la santé. Et il est actuellement financé donc, par la DRETS, l'AGFIP et l'ARS. Donc, ces objectifs sont à la fois, premièrement, de favoriser et de tisser des liens entre les professionnels de la santé. Alors, par professionnels de la santé, on entend les médecins généralistes, les spécialistes notamment, avec les professionnels de la santé, mais au travail cette fois-ci. Donc, le médecin du travail, le médecin conseil de l'assurance maladie notamment. Le deuxième objectif du SIST-PACA, c'est de sensibiliser les professionnels, toujours de santé et du soin, hein, que sont les médecins généralistes et les spécialistes notamment, d'une part, au repérage et à la déclaration de maladies professionnelles, et d'autre part, donc, aux acteurs et aux dispositifs donc, sur le maintien dans l'emploi, qui est donc l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui. Le tout afin d'éviter, donc on l'a dit, hein, le risque de désinsertion professionnelle en cas d'atteinte d'un patient, d'un patient salarié qui serait atteint d'une pathologie ou d'un handicap. Donc, ce dispositif s'adresse, on l'a déjà dit, donc, en premier lieu aux professionnels de santé, hein, les médecins généralistes, notamment donc, dans la partie détection et déclaration, voire reconnaissance des maladies professionnelles. On leur a créé pour ce faire un certain nombre de fiches d'aide à la conduite hein, face à la maladie, pour aider justement le médecin généraliste à se repérer. Mais les informations finalement qu'on a souhaitées et qui sont en ligne sur le volet maintien dans l'emploi du SIST-PACA, qu'on va donc vous présenter ici rapidement, conviennent finalement à un public beaucoup plus large, comme les acteurs de la santé donc, au travail, ceux du maintien dans l'emploi et surtout les acteurs donc, qui nous intéressent aujourd'hui, à savoir les acteurs du monde de l'entreprise, que vous soyez employeur, représentant du personnel ou encore salarié. Donc, en effet, les membres du SIST-PACA ont travaillé donc, ces dernières années à rendre finalement les informations de ce site, notamment sur la partie maintien dans l'emploi, à la fois donc pratique, opérationnelle, simple et accessible à tous. Donc, à la fois donc, aux professionnels de santé, comme on l'a dit, mais également aux acteurs du monde de l'entreprise. Donc, ce dispositif, il fonctionne comment? Il fonctionne au moyen d'un groupe de travail pluridisciplinaire dans lesquels vous allez retrouver à la fois des médecins du travail, des médecins généralistes, des médecins conseils de l'assurance maladie, des agents du service social de l'assurance maladie, des agents du réseau des Cap Emploi, de l'AGFIP, mais également des représentants institutionnels comme la DRETS et l'ARS. Donc, les travaux de ce groupe de travail, ils permettent quoi? Ils permettent à la fois d'alimenter un site Internet, donc là, vous retrouvez l'accès, donc www.sistpaca.org, et il permet également d'animer des formations et des séances d'information à destination des professionnels de santé de manière générale. Et sur le maintien dans l'emploi, comme je viens de le dire, il s'agit aussi, par des séances également d'acculturation, d'information, de sensibiliser les employeurs et les représentants donc, du personnel sur à la fois les acteurs, les dispositifs et les aides qui sont mobilisables sur le maintien dans l'emploi. Je vais laisser donc la parole à Isabelle pour débuter la présentation des acteurs et des outils sur le maintien dans l'emploi. Alors, merci Sandrine. Oui, je te laisse y aller. Donc, je suis Isabelle Bazin de l'AGFIP. Pour rappel, l'AGFIP est l'association qui collecte les contributions des entreprises qui n'ont pas leur quota de 6% de travailleurs handicapés, quota obligatoire dans les entreprises de plus de 20 salariés. Et donc, je suis en charge de la thématique du maintien dans l'emploi. Donc, le SIST-PACA que Pierre vient d'ouvrir, donc c'est un site internet. Vous tapez sistpaca.org, même SIST-PACA, et vous allez le trouver tout de suite. Et en haut, vous voyez qu'il y a un onglet maintien dans l'emploi. Donc, c'est le 3e, voilà. Donc, dans cet onglet maintien dans l'emploi, vous allez retrouver vous allez retrouver les acteurs, vous allez retrouver les parcours. On a essayé de schématiser un petit peu le parcours d'une personne en arrêt de travail ou en emploi, mais qui a des problèmes sur son poste de travail, pour voir un petit peu par quelles étapes il faut qu'elle passe, les outils, et puis après un onglet plutôt pour les services de médecin du travail ou de médecin généraliste. Donc, si on prend le premier onglet sur les acteurs, vous retrouverez cette roue des acteurs. Donc, cette roue, elle est téléchargeable en cliquant sur le petit lien rouge ou sur le téléchargement, là en dessous.
ce qui vous permet effectivement que cette roue soit interactive, donc, et d'aller voir sur chacun des acteurs une petite fiche. Ça va vous ramener à une fiche qui décrit vraiment le rôle et les missions de chacun des acteurs dans le cadre du maintien dans l'emploi. Quand est-ce que vous pouvez faire appel à eux? Donc, on va retrouver, donc c'est en train de s'ouvrir, hein, je pense. C'est en train de Pierre. s'ouvrir, effectivement. Voilà. J'ai 2 écrans. Il n'y a pas de Je me souci. Donc, dépatouille. Hop, on va voilà. retrouver du coup cette roue des acteurs dans lesquels on retrouve, Géraldine l'a présenté un petit peu tout à l'heure, les acteurs du soin avec le médecin traitant, mais les autres soignants hein, qui peuvent intervenir et être du coup à l'origine vraiment du signalement d'une difficulté pour une personne. On retrouve tous les acteurs de l'assurance maladie, donc le service social de l'assurance maladie. Mounia est intervenue tout à l'heure, elle vous a précisé que le service social pouvait accompagner les personnes en arrêt de travail et leur adresser de toute façon une lettre au bout de 60 jours d'arrêt. On retrouve le service de prévention des risques professionnels. Hein. Jean-Denis fait partie de ces services et il vous a évoqué leur mission, ce qui pouvait être fait. Et puis, on retrouve également le service administratif, celui qui paie les indemnités journalières, et le service des médecins conseils qui du coup, a un regard sur les arrêts de travail. Voilà, donc sur chacun de ces onglets, vous pouvez aller cliquer et ouvrir une fiche avec le détail du coup de ce que fait chaque acteur. On retrouve également donc dans ces acteurs les acteurs qu'on appelle experts de la compensation. Donc le Cap Emploi, Géraldine François, ici présente, vous a présenté l'accompagnement que pouvait apporter le Cap Emploi, à savoir accompagner sur la démarche, l'analyse de la situation de la personne en termes de compensation du handicap, quels outils on va pouvoir mettre en place. La Maison départementale des personnes handicapées, MDPH, qui va attribuer le statut administratif de travailleur handicapé. La GFIP, donc, on apporte du coup des accompagnements et des aides financières pour les entreprises et les personnes en situation de handicap. Et le FIPH, FP, qui est le pendant de la GFIP pour la fonction publique. Et bien sûr, nous retrouvons les acteurs de l'entreprise avec le chef d'entreprise, le manager, le référent handicap, si c'est une entreprise de plus de 250 salariés, puisqu'elles ont une obligation d'avoir un référent handicap, mais aussi la DRH, les représentants du personnel et le médecin du travail, qui est l'acteur pivot hein, qu'on évoque depuis le début, hein, l'acteur vraiment principal qu'il faut contacter dès lors que la personne rencontre des difficultés sur son poste de travail. Et bien sûr, dans tous les acteurs, on a le salarié. Alors, on a évoqué les situations de salariés, mais tous nos accompagnements sont valables aussi pour les travailleurs indépendants. Donc, au cœur du dispositif, avant tout, le salarié et l'entreprise qui doivent être tous les deux volontaires pour une démarche de maintien dans l'emploi, bien entendu. Donc, voilà, tous ces acteurs-là, vous pouvez les retrouver en détail sur chaque fiche. Alors, peut-être tu peux aller sur les fiches pour montrer juste à quoi ressemble une fiche, sur celle du médecin du travail, par exemple. Ou peu importe. Voilà, j'ai cliqué 3 fois, je crois. C'est pas grave. Donc, dans le sommaire, vous voyez, là, c'est un peu en petit hein, sur les écrans, là, mais vous voyez que vous avez chaque fiche qui apparaît. La fiche vraiment importante, c'est celle du médecin du travail, hein, qui est l'acteur pivot du maintien. Il a une équipe pluridisciplinaire sur... Là, tu es sur le médecin traitant, pas sur le médecin. Tout à fait. J'ai cliqué sur le premier qui venait, pardon, parce que j'étais un petit peu en Je ne retard. sais pas, peut-être on est un peu pris par le temps. Je ne vais pas rentrer dans le détail des missions du médecin du travail. Les plus bas, c'est fiche 9. Hop, voilà, c'est excusez-moi. l'acteur principal de prévention. Il saura mobiliser les autres partenaires, hein, comme l'assurance maladie, comme le Cap Emploi, comme la GFIP, si besoin. Il va effectivement coordonner un petit peu l'ensemble des dispositifs et il pourra vous proposer les différentes visites, alors qui ont été un petit peu évoquées tout à l'heure, mais le médecin du travail donc va vous proposer ces outils, à savoir la visite de pré-reprise par exemple. Je crois que Sandrine, tu vas en reparler un petit peu tout à l'heure dans le parcours. Mais on a aussi les visites à la demande en fonction du besoin, la visite mi-carrière à partir de 45 ans, le rendez-vous de liaison qu'a évoqué tout à l'heure Géraldine. Voilà, tous ces outils-là, le médecin du travail pourra vous les mettre à disposition. Donc, c'est l'acteur principal. Peut-être on peut passer justement sur les parcours, là. Sandrine, je te relaisse la parole. Oui, tout à fait.
Donc peut-être, voilà, donc là, Isabelle vient de vous présenter un petit peu une entrée au travers de la roue des acteurs pour faciliter justement l'accès à l'information donc, des internautes donc, qui souhaitent un peu s'informer sur le sujet. Et il y a aussi possibilité de rentrer par le parcours, et ça parle en général plus donc, aux salariés, voire à l'employeur, voire aux personnes dans tous les cas qui sont concernées par la situation. Donc, deux parcours vous sont présentés donc, dans le PDF. Donc, le premier, c'est donc en cas d'arrêt. Donc là, c'est le cas où le salarié serait en arrêt de travail. L'idée, c'est que là aussi, à partir de ce parcours, lorsque vous êtes dans le PDF, vous pouvez, de la même manière que tout ce que vous a expliqué donc, Isabelle, en cliquant à la fois sur les acteurs, donc si vous traitez voilà, médecin du travail, médecin traitant ou employeur, vous référez à la fiche donc, de ces 10 acteurs. Mais également, si vous pouvez également cliquer dans ce qu'on appelle sur les moments forts, puisque finalement, ces schémas permettent de visualiser une chronologie des moments clés dans le parcours d'un salarié en arrêt de travail. Et il vient insister justement sur l'importance de certains moments. Et là, on le voit en l'occurrence, la visite de pré-reprise, qui vous a été à plusieurs reprises justement signifiée, qui est vraiment une visite importante. Donc, on va aller voir un petit peu comment la fiche se présente. Alors, toutes les fiches se présentent à peu près sous la même forme. On rappelle d'abord dans un premier temps donc, ce que c'est, de ce dont on parle, pour qui s'adresse donc là en l'occurrence cette visite, qui peut la solliciter et quand peut-on la solliciter. Donc là simplement pour vous dire que sur la visite de pré-reprise par exemple, ce qui est rappelé donc, dans cette fiche, c'est que cette visite peut avoir lieu à n'importe quel moment pendant l'arrêt de travail d'au moins 30 jours et elle doit, si possible, avoir lieu, on vous l'a dit, le plus précocement possible, et ce, avant l'arrêt de travail, dès lors qu'une problématique donc, de santé peut avoir un retentissement sur le maintien en emploi de la personne. Et quand la visite en général, qui la sollicite, c'est en général donc, le salarié, mais pas que. Et là, on rappelle également que le médecin traitant, le médecin conseil donc, de l'assurance maladie ou le médecin du travail peut également la solliciter. Voilà. Donc, c'est un petit peu juste un exemple illustré de ce qu'on vous a dit tout à l'heure et qui vient reprendre un petit peu, là encore, le contenu de chacun de ces moments forts. Donc, on vous a parlé de la visite de pré-reprise. Il y a une fiche également qui concerne la visite de reprise, les fameuses visites à la demande, soit du salarié, soit de l'employeur, le fameux rendez-vous liaison. Tout ça vous est expliqué également donc, dans ce PDF. Et il suffit pour ça donc, de cliquer. Tous les schémas sont interactifs et donc assez facile d'accès. Voilà. Peut-être sur les aides maintenant. Oui, enfin, sur les outils, donc sur ce site, on trouve dans le dernier onglet qu'on a vu tout à l'heure, donc on avait l'onglet des acteurs, l'onglet des parcours, et on retrouve dans l'avant-dernier onglet les outils. Et donc, on a fait le choix de classer les outils par rapport à la situation en fait, de la personne. Est-ce qu'elle est en arrêt de travail? Et du coup, pendant son arrêt, à quoi elle peut prétendre comme aide financière ou accompagnement? À la fin de l'arrêt, au moment de la reprise, si malheureusement elle ne peut pas reprendre et qu'elle devient demandeur d'emploi. Voilà, tous les outils. Donc, on les a classés comme ça. Donc, là aussi, comme tout le reste, c'est interactif. Vous cliquez et vous pouvez télécharger l'ensemble des aides. C'est dans un tableau. Donc, il y a toutes les aides de l'assurance maladie, l'essai encadré, par exemple, pendant l'arrêt de travail, le temps partiel thérapeutique qu'on a évoqué tout à l'heure, 2 outils pendant l'arrêt de travail. Et puis, il y a des aides aussi de la GFIP, donc pendant l'arrêt de travail, inclus Proformation, qui permet de faire un bilan de compétences. Donc, sachez que pendant l'arrêt de travail, la personne, elle peut faire des choses, à condition d'avoir l'accord, bien sûr, de l'assurance maladie, notamment du médecin conseil et de son médecin traitant. Donc, elle peut commencer à réfléchir sur son projet et sur sa reconversion pendant cette période d'arrêt de travail, après cet accord-là de l'assurance maladie. Après, une fois l'arrêt de travail terminé, au moment de la reprise, ce qu'on fait souvent, là, c'est du coup ce qu'on a évoqué dans l'exemple numéro 1, l'analyse de la situation et la compensation. Donc, au niveau de la GFIP, vous avez des aides possibles
Donc, s'il y a besoin d'une étude de poste approfondie, que Cap Emploi a besoin d'un appui d'un spécialiste, il va pouvoir faire appel à une étude ergonomique. Nous avons des ergonomes qui peuvent réaliser des études ergonomiques. Nous avons des prestataires d'appui spécifiques qui sont spécialisés sur chaque déficience, la déficience visuelle, auditive, etc. Et puis, nous pouvons financer des aménagements de poste individuels, donc pour compenser le handicap. Voilà, donc là, vous retrouvez dans ces tableaux toutes les aides de la GFIP, de l'assurance maladie, mais aussi de la MDPH sur les prestations de compensation du handicap, etc. Voilà, je crois que je ne vais pas aller plus loin. Vous avez tout sur ce document et du coup, tout sur le site internet du CIST PACA. Donc, vous allez pouvoir retrouver, c'est la dernière diapo, Pierre. Donc, le site internet, il y a un contact, il y a un mail que vous pouvez solliciter en cas de question sur le site internet. Et puis, je crois que tu peux revenir sur le diapo. Voilà, très bien. Il y a une newsletter. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous inscrire à la newsletter. Et puis, vous retrouvez également dans les outils les annuaires, donc santé-travail de PACA, où vous allez retrouver tous les acteurs qui se sont présentés aujourd'hui avec leurs coordonnées par département. Donc, voilà. Tu veux montrer l'annuaire? Il est ici, effectivement, dans outils, annuaire santé-travail. Et là, vous sélectionnez votre département, quel type de structure vous cherchez, si c'est un service de santé au travail, si c'est un Cap Emploi, et vous allez trouver les coordonnées de l'ensemble des partenaires du territoire. Nous le mettons à jour 2 fois par an, donc en principe, les coordonnées sont à peu près correctes. Voilà pour le CIST PACA, j'en ai terminé. Eh ben, merci beaucoup, Isabelle, Sandrine, pour vos présentations respectives. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de ressources qui sont à votre disposition et surtout, finalement, vous le voyez au travers des interventions de Sandrine et d'Isabelle, il y a beaucoup de partenaires, il y a beaucoup d'aides, il y a beaucoup de dispositifs qui existent. Et c'est vrai que la complexité, c'est de connaître ce qui existe. Donc après, comme ça a été dit tout à l'heure, chacun sa responsabilité, chacun son champ de compétences, chacun son rôle. Vous, votre rôle en tant qu'employeur, c'est simplement de savoir qu'il existe des acteurs qui sont spécialisés et qui connaissent tout ça par cœur. Donc, votre rôle à vous, c'est d'aller les chercher quand vous avez un salarié qui rencontre des problématiques de santé. Voilà. Et puis après, les circuits, les outils, etc. se mettent en place avec l'appui évidemment de votre médecin du travail et des partenaires qui sont concernés. Nous approchons assez vite de l'heure de fin de ce webinaire, mais je voulais quand même juste vous présenter un petit document très rapide, complémentaire à ce qui a été dit précédemment. C'est qu'on a aussi souhaité vous proposer un petit flyer d'information qui vous sera remis en version PDF que vous pourrez imprimer si vous le souhaitez et le remettre à la disposition de vos salariés ou le consulter tranquillement ou l'afficher dans votre bureau si vous le souhaitez. Bref, c'est un petit flyer dans lequel vous allez retrouver, donc a été mis à jour là il y a quelques jours, quelques heures même, pour vous dire, dans lequel en fait vous allez retrouver plusieurs informations, c'est-à-dire des petites informations sur ce qui vient de vous être présenté, c'est-à-dire ce fameux CIST PACA sur lequel je ne reviens pas puisque on a fait un petit peu ensemble sur le site, avec à chaque fois des QR codes, comme ça si voilà, certains de vos collaborateurs souhaitent aller chercher une information particulière, ils prennent leur smartphone, et ils peuvent y aller directement. Et sinon, tous les liens sont évidemment cliquables. Donc, il y a ce flyer-là qui existe. Il y a 4 pages, on va dire, de recto verso. Vous avez aussi un zoom sur certains outils que vous pouvez mettre à disposition de vos salariés, des affiches ou ce genre de choses, des informations pratiques aussi qui sont à votre disposition, vous voyez. Et puis, en dernière page de ce flyer, en fait, il y a plein de choses que vous allez pouvoir voir si vous êtes intéressé pour aller plus loin. Il y a notamment en fait des exemples de collègues à vous qui ont mis en place des actions sur le sujet de la santé au travail, de la prévention des risques pro, de la compensation d'une problématique de santé. Donc, vous avez soit des articles écrits, donc tous les liens sont cliquables à chaque fois. Voilà, donc des rénovations dans des restaurants, des rénovations dans des hôtels. Donc voilà, tout ça est présenté. Et puis, vous avez pas mal de petites vidéos aussi qui sont à votre disposition. Des choses assez intéressantes qui sont à votre disposition. C'est pas sorti sur la prévention de la désinsertion professionnelle, des démarches de prévention des risques professionnels dans le secteur de l'hôtellerie, d'autres dans le secteur de la restauration, des témoignages aussi de collègues à vous qui ont mis en place des actions sur le sujet, qui ont été interviewés dans différents cadres. Bref, voilà, pas mal de petites ressources à votre disposition. Si le cœur vous en dit, eh bien, vous pouvez aller un peu plus loin, soit en flashant ces QR codes, soit en cliquant sur les liens de ce petit flyer qu'on vous transmettra
ce soir ou demain. Voilà. Et donc, qui vous permettra d'aller plus loin. Et puis, si vous voulez l'imprimer, évidemment, elle met à disposition dans vos restaurants ou hôtels respectifs. Eh bien, vous pourrez le faire sans difficulté. Voilà. Alors, il y a juste une petite Oui. question avant de la Oui, conclusion, tout à fait. peut-être. Dans le chat, donc les personnes demandent si le site PACA donc, existe partout en France. Alors non, c'est un site régional. Pour autant, les parcours, les acteurs avec les fiches par acteur, ce sont les mêmes partout, hein, partout en France. Il n'y a que l'annuaire où vous allez vous retrouver donc, avec un annuaire spécifique PACA. Vous ne trouverez pas les coordonnées des autres régions, mais tout ce qui est aide et dispositifs, on est sur des choses nationales, donc vous pouvez très bien aller le consulter pour les autres régions. Deux petites choses avant d'ouvrir la conclusion. La première, c'est que dans le chat, on va mettre un lien à votre disposition qui est un lien Klaxoon, qui est un site internet sur lequel simplement on va vous demander de nous laisser un avis par rapport à ce webinaire. L'heure et demie est passée assez vite, mais on a bien besoin de votre retour pour savoir ce que vous avez pensé de cette présentation. Voilà, si vous souhaitez qu'il y en ait d'autres, si vous avez apprécié le format, la durée, enfin bref, c'est la première fois hein, qu'on organise un webinaire à votre attention sur ce sujet. Donc, on est très preneur de votre retour. Donc, je vais vous mettre le lien dans le chat. Et puis, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que nous sommes également preneurs de vos retours oraux, là, pour savoir si vous souhaitez réagir en direct, nous dire si vous aimeriez qu'il y ait d'autres rencontres de ce format qui soient organisées, sur quel sujet. Enfin, voilà, dites-nous ce dont vous avez besoin et on essaiera d'y répondre dans la mesure du possible. Voilà, donc c'est les deux petites choses que je voulais vous dire. Je vous mets le lien tout de suite dans le chat pour l'évaluation et je laisse du coup le mot de la fin à Sandrine. Merci. Du coup, vous l'aurez compris, hein, ce webinaire se voulait ambitieux et se voulait avoir plusieurs objectifs. Hein. Premièrement, partager avec vous quelques chiffres et données en matière par rapport au secteur, hein, surtout en matière de sinistralité et conditions de travail, et remettre ainsi la prévention des risques professionnels et l'amélioration des situations et conditions de travail au cœur de nos échanges. Deuxièmement, il se voulait aussi de rappeler que vous n'êtes pas seul pour travailler sur l'évaluation des risques, mais également sur le maintien dans l'emploi et que des professionnels sont là pour vous aider, vous accompagner. Comme votre service de prévention en santé-travail, on a beaucoup parlé donc, de la place importante qu'occupait le médecin du travail adossé donc, à son équipe pluridisciplinaire, ou encore vous avez également bien évidemment l'agent du service de prévention de la CARSAT en lien avec ses propres services support qu'on n'a pas forcément. On a abordé donc le pôle conception des locaux de travail, mais également le laboratoire de métrologie. Vous dire également que des aides financières donc, existent et sont mobilisables, notamment sur l'usure professionnelle. C'est le cas par exemple des subventions financières pour les petites entreprises et du fonds d'investissement donc, dans la prévention de l'usure professionnelle, le fameux FIPU dont on vous a parlé également et dont vous trouverez donc des informations sur le site de la CARSAT. Et enfin, et c'était le cœur de notre webinaire, vous illustrez au travers des deux cas concrets que nous vous avons présentés, hein, que le licenciement pour inaptitude du fait d'une maladie ou d'un handicap n'est pas une fatalité. Et que parmi les idées fortes ici à retenir, c'est l'importance de l'anticipation. Je pense que ça, on a suffisamment insisté, j'y reviendrai pas. Mais du coup, en cas de difficultés donc, éventuelles qui pourraient surgir en cas de maladie ou de dégradation de l'état de santé d'un de vos collaborateurs, en mobilisant donc précocement et de manière surtout concertée les aides et les acteurs et les dispositifs donc, qui sont prévus à cet effet. Deuxièmement, c'est sur l'importance également d'agir sur les situations de travail individuelles ou les postes de travail des salariés pour les adapter donc, à leur état de santé. Donc ça fait écho et référence aux principes généraux de prévention. Et vous l'avez compris, l'amélioration des postes et des situations de travail individuelles revêtra donc in fine un bénéfice pour l'ensemble de tous les collaborateurs et l'ensemble du personnel de l'entreprise, car finalement, elle contribue à une amélioration globale des conditions de travail. Troisièmement, c'était aussi inviter les employeurs confrontés à des salariés dont l'état de santé s'aggraverait ou qui seraient en arrêt de travail, donc de manière chronique, ou qui auraient tendance donc à s'éterniser dans le temps, à orienter précocement leurs salariés vers le médecin du travail, que ce soit donc dans le cas d'une visite à la demande lorsque le salarié est toujours en activité ou de visite de pré-reprise lorsqu'il est en arrêt de travail. Là encore, le plus précocement possible, de façon donc à maintenir le salarié en activité
Et ça, vous l'avez compris, ça peut nécessiter donc l'action de plusieurs acteurs du maintien dans l'emploi et en tous les cas leur coordination et leur concertation. Donc là aussi, pour mobiliser donc les dispositifs spécifiques et particuliers à chaque situation, on vous invite là encore à être donc dans l'anticipation et dans le conseil donc auprès de vos collaborateurs. Enfin, vous rappelez donc qu'il existe de nombreux outils et dispositifs qui sont donc mobilisables sur le maintien dans l'emploi pour agir sur les conditions de travail, mais également sur les situations donc, de compensation de la maladie ou du handicap. Donc, on vous a présenté rapidement donc, au travers des tableaux du CIST-PACA. Alors, j'aurais tendance à vous dire, ayez le réflexe de vous rendre sur le CIST-PACA. Là, on vous l'a simplement donc, balayé très rapidement et il y a énormément d'autres aspects que vous y trouverez qui pourront vous intéresser, qui seront peut-être plus spécifiques aux situations que vous rencontrez. Et enfin, rappelez que la GFIP-PACA organise gratuitement des journées de formation en interprofessionnel pour acculturer les chefs d'entreprise et notamment des petites structures, ça en distanciel ou en présentiel. Et là, je vous invite à aller voir donc sur le site de la GFIP ou à nous demander les dates sur les prochaines sessions donc, de formation qui sont prévues cette année. Je vais m'arrêter là, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, donc n'hésitez pas en tous les cas à mettre toutes vos observations, vos remarques, vos suggestions d'amélioration dans le sondage que vous êtes en train donc, de compléter. Je tiens, moi, tout particulièrement à remercier l'ensemble des intervenants pour leur investissement dans ce webinaire, ainsi que les participants qui sont encore présents, et vous êtes encore nombreux, merci. Donc, pour la qualité des échanges dont nous avons pu bénéficier donc, tout au long de cette rencontre. Et au nom de l'ensemble des intervenants et organisateurs, j'espère en tous les cas que ce webinaire aura répondu au moins en partie à certains de vos questionnements. Et on sera donc heureux de vous retrouver sur une prochaine peut-être rencontre ou webinaire. Et on vous souhaite donc un agréable fin d'après-midi. Merci beaucoup pour ce mot de conclusion.